J'ai intitulé cette vidéo la théologie du mot Peul, du terme Peul, la théologie de ce nom, enfin, sa signification profonde. Voilà, pourquoi cela? Parce que en fait, en français tout court, souvent on le définit comme errant. Bon, après la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'un peuple très civilisé, en fait d'une civilisation millénaire, va se donner un tel nom, va se faire appeler errant. Voilà. Parce que généralement on sait que tous les peuples se donnent des noms parfois même grandiloquents, des noms glorieux, des noms qui invoquent la grandeur, la fierté. Pourquoi est-ce que ce peuple-là, Peul, s'est donné ce nom Peul, qui signifie errant? Voilà, Peul qui est Fulani, Ful, Poul, avec ses variations, quoi, et qui se retrouve dans les pays anglophones, francophones et autres, portugais aussi, comme en Guinée-Bissau. Voilà, la tribu, le peuple le plus répandu en Afrique noire, voilà, spatialement parlant. Pas le plus nombreux évidemment, mais le plus répandu. Pourquoi est-ce que ce nom-là et sa valeur théologique? Parce que c'est un peuple en fait dont les principes ou bien les objectifs principaux axiomiques du peuple sont la sagesse, voilà, ou la connaissance. Voilà, c'est un peuple qui est très orienté sur cet axe-là. Contrairement à certains peuples ou tribus qui sont plutôt axés vers la force, ou bien la puissance, ou bien d'autres choses, qui ont d'autres principes de conduite ou bien d'acte, c'est-à-dire que de motivation profonde. Chaque peuple a en lui en fait un principe motivateur, une motivation profonde qui détermine son orientation en fait, qui va déterminer même sa culture, l'organisation culturelle en fait. Il y a toujours un but qui est une motivation première qui détermine en fait l'axe évolutif du peuple. Qu'est-ce qu'il cherche? Si c'est la puissance, si c'est la gloire, si c'est en fait une sorte de fierté, de gloriole, ou bien voilà le bien-être, ainsi de suite. Chaque peuple a un principe motivateur qui détermine sa conduite générale. Voilà, et chez le Peul, ça a toujours été la connaissance, ou plutôt la sagesse. Ce sont les deux choses, c'est la chose la plus valorisée en fait, de façon traditionnelle. Voilà, on accorde moins de valeur à la puissance, à la force, soit de même on accorde moins de valeur à la puissance, à la force, mais à la richesse, voilà, qu'à la sagesse. Voilà, chez les Peuls, c'est la sagesse qui prime, la sagesse ou la connaissance qui prime sur la puissance, sur la force, le pouvoir et sur les richesses.
La sagesse est toujours mise en deçà de tout cela. Voilà. Maintenant, pourquoi un tel peuple, en fait, se donne un tel nom? Pour y répondre, en fait, il faut vraiment analyser, en fait, le nom lui-même. Si on dit que, en fait, les gens aiment dire, ouais, la connaissance se trouve dans les livres. Ouais, mais ça, c'est la connaissance. Les livres ne nous donnent accès qu'à la connaissance des hommes. En fait, parce que c'est la pensée des gens, d'individus. Mais la connaissance, dans son essence, se trouve en fait, n'est pas écrit avec un bic et une feuille. La connaissance, dans son essence, c'est la nature elle-même. Parce que, en fait, fondamentalement, même les gens qui écrivent des livres, ils ne font que lire la nature et consigner leurs réflexions ou bien leurs observations sur la nature dans des livres qui, plus après, servent de base de connaissances à d'autres. Voilà. Donc le mot, en fait, errant, si on regarde bien, en fait, le principe de la vie au départ de la création. Au départ de la création, on dit que tout vient de l'obscurité. Le premier créateur, il a émergé et s'est extrait lui-même d'une sorte d'obscurité primordiale. On sait que dans l'espace aujourd'hui, ce qui fait le visible, c'est juste la lumière. Voilà, les étoiles. En fait, si on efface les étoiles, si un beau matin on enlève la lune, on enlève les étoiles telles que le soleil, toutes les sources de lumière qui sont des créations en fait. Après, l'espace est réduit à une obscurité qui n'est pas mesurable, parce que dans l'obscurité pure et dure, il n'y a rien. Donc, or, on sait que on parle de Big Bang ou bien du début de la création. Après, il y a beaucoup de théories dessus, mais ce qui est clair, c'est que à l'origine, la première chose ou réalité ou entité qui a démarré la création, que les gens peuvent appeler Dieu ou autre chose, a commencé, c'est auto-construite, c'est auto-généré ou développé à partir d'une obscurité. Mais quelle a été la première dynamique de cette entité-là, de ce premier, on peut appeler Dieu ou autre? Quelle a été la première dynamique de la vie en fait? Qu'est-ce que la vie commence par faire? Sa dynamique, son activité. Lorsqu'il n'y a rien à voir, rien à entendre, rien à toucher, rien à sentir, puisque au début, il n'y a que lui. Cette chose-là, cette première chair de la vie qui consigne en elle, ou bien compacte en elle tout le potentiel de l'univers à venir. Mais vu qu'il n'y a que lui, dans une obscurité totale, où il n'y a rien d'autre que lui, qu'est-ce qu'il pourrait faire en fait? Son activité va viser quoi? Parce que généralement, toute activité, tout mouvement en fait est orienté vers une cible, un objectif, un but. Ça veut dire qu'on voit quelque chose et on veut atteindre cette chose. Bon, on dit parfois qu'on imagine quelque chose, on veut l'atteindre, mais l'imagination est toujours fondée sur des parcelles de mémoire. C'est-à-dire que c'est à partir des choses qu'on a vues que notre mental, notre esprit organise des choses imaginaires. Voilà. Donc, sans résidu mémoriel, sans base mémorielle, on ne peut même pas imaginer en fait. Voilà. Donc, soit on entend quelque chose, on décide d'aller voir c'est quoi. Donc, on est orienté par la source de
de notre audition, ou bien de notre vision, ou bien on touche, on sent quelque chose, on oriente notre activité, notre mouvement vers ce qu'on a senti. Donc au départ, il n'y a rien de tout ça. Ce premier germe-là de la vie est seul. Il est solitaire. Il est seul, solitaire. Solitaire. Il est seul. Absolument seul. Mais il entre en activité. Mais cette activité-là, elle va... Quelle sera sa nature en fait, puisqu'il n'y a rien à voir, rien à entendre, rien à toucher, rien à sentir. En fait, il va errer. La première activité de la vie, c'est l'errance. Pareil, si par exemple un individu vient dans un pays nouveau, dans un environnement nouveau qu'il ne connaît absolument pas, la première chose qu'il fait, il erre. Errer ne signifie pas égarer. Égarer, c'est lorsqu'on a déjà une idée de là où on veut aller, mais ce qu'on veut atteindre, mais qu'on se détourne de cette trajectoire-là par manque de données suffisantes. On est égaré. Mais errer signifie pas égaré. Errer, c'est lorsqu'on n'a aucun but en soi. Voilà, on est dans une activité, mais en fait, on n'a aucun repère. Donc, on est mené par notre dynamique, par notre propre élan. Et donc, un individu, par exemple, dans un nouveau pays ou bien dans un environnement totalement nouveau pour lui, il erre, il commence par errer, jusqu'à ce qu'il, en fait, répète certaines trajectoires et commence à se faire des repères. La première germe de la vie, en fait, ça a été d'entrer en errance. C'est mis d'abord à errer. Et ça, cette dynamique-là, elle est fondamentale, en fait. Elle se répète dans toutes choses. Le soleil, dans l'espace, actuellement, on sait que le soleil se déplace. Il entraîne avec lui tout son système. Mais bon, contrairement à ce qu'on voit dans les animations 3D ou bien 2D, en fait, dans l'espace, tout est sombre en fait. Donc, le soleil lui-même, en fait, exactement, en fait, si on pouvait se placer vraiment dans l'espace, on ne le verrait pas en réalité. Du point de vue de l'espace lui-même, le soleil n'est pas visible. Parce que la lumière du soleil n'est visible que pour l'œil humain. Ou bien un certain type d'œil. Ça veut dire que vu du point de vue de l'espace, dans l'espace lui-même, la lumière n'est qu'une onde électromagnétique et nous on voit que certaines fréquences de cette lumière-là. Donc en fait dans l'espace en soi, le soleil en fait c'est juste une masse qui émet certaines ondes électromagnétiques et qui se déplace dans une obscurité totale. Donc, qui se déplace dans une obscurité totale ou dans une sorte de vide immense, totalement obscur, sombre. Le soleil est en errance. Il est en errance. En fait, les astronomes essaient de dire, on essaie de déterminer en fait sa cible en fait. On sait qu'il se dirige vers un trou noir, mais ça, ce sont des spéculations des astronomes. On sait qu'il est mené vers cela, mais est-ce que c'est sa volonté propre d'aller vers cela? Juste, lui, il est en activité. Maintenant, peut-être la force gravitationnelle d'un certain trou noir va l'attirer vers lui. Bon. En deçà de ça aussi, quand on regarde en fait, même le spermatozoïde, lorsque le sperme est déposé dans le vagin et que les spermatozoïdes sont déposés au fond du vagin pour remonter dans l'utérus, aller à la recherche de l'ovule en réalité. Mais dans cet utérus-là, il n'y a pas d'ampoule, il n'y a pas de lumière, il n'y a aucun repère en fait. C'est une obscurité totale.
Maintenant, les spermatozoïdes sont des millions, mais leur activité essentiellement, c'est une errance. Et celui qui erre, en fait, il est guidé, en fait, par son odorat. Essentiellement, on appelle ça l'odorat. C'est le seul sens qui peut mener l'individu lorsqu'il n'y a aucun repère. Parfois, on parle d'instinct. Suivre son sentiment, son flair. On suit notre flair qui se réfère au nez. Ce sens-là, c'est ce sens-là que le sens olfactif que les spermatozoïdes utilisent pour trouver l'ovule, en fait. En fait, en soi-même, c'est pas comme s'il cherchait l'ovule, mais il est mené par ces sens-là. Et vu que l'ovule émet des certains récepteurs olfactifs, il est naturellement drainé vers l'ovule. Mais lui, juste, il entre dans une dynamique où il ne suit que son flair. Parce que c'est le seul sens, en fait, qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Les autres sens, ils captent de l'extérieur vers l'intérieur. La vue, on voit quelque chose de loin et on le ramène à soi. Lui, on entend de loin, on le ramène à soi. Pareil, le toucher et autres. Mais le flair, en fait, mais le sens olfactif, le flair, ce qu'on dit le flair, en fait, qui est symbolisé par le sens olfactif, c'est de l'intérieur. Donc, le spermatozoïde, en fait, il est dirigé par son odorat. En fait, c'est un errant à la base, jusqu'à ce qu'il rencontre l'ovule. Le premier, c'était un errant. Le soleil est un errant. C'est ainsi que ce peuple-là aussi s'est donné ce nom. Et quand on regarde, en fait, la trajectoire, en fait, et la dissémination des peuls dans le continent africain, ça dénote cette dynamique-là. Ils sont présents un peu partout et dans des trajectoires très alambiquées, en fait. Et qu'est-ce qu'ils font? Juste, ils suivent leur instinct. Ils ont des vaches, ils ont leurs troupeaux, et ils vont là où leur flair les mène. Mais ça veut dire que pour être un bon errant, il faut avoir une certaine foi en soi. Parce que rien ne te garantit que là où tu vas, en fait, tu auras ce que tu veux. Mais tu avances selon ton flair. Tu t'arrêtes selon ton flair. Donc c'est de là la théologie, en fait, liée à ce nom. Et théologiquement parlant, c'est que on peut dire que le premier peuple, c'est le premier lui-même, le premier Dieu lui-même, le Dieu lui-même. Ce qualificatif-là s'applique à lui-même. C'était un errant à la base. Parce que c'est la première dynamique de la vie elle-même. Toute chose commence par être errant, peul, avant de développer d'autres types d'attributs. Allez, merci.